Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 7e épisode du Space Cake. Ce soir, on est en compagnie de Loïc, Pantamis et Julien, et sûrement Sosten qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et on va parler de comment on peut prouver sur Bitcoin la possession de fonds ou la possession d'unités XO. Et du coup, on va commencer par Julien qui va nous présenter un peu le BIP 322. Let's go. Ok, donc bonsoir. Alors on va parler du BIP 322 il porte un petit nom. Ce BIP 322, c'est Generic Signed Message Format, donc un format de signature de message générique. Donc bien évidemment, ils ont encore trouvé un titre à la con que personne ne comprend. Donc on va l'expliquer un petit peu. Et on va creuser, on va faire un petit peu d'histoire sur ce que c'est les signatures dans Bitcoin, puisque dans Bitcoin Core, il y a un petit outil pour faire de la signature et vérifier des messages dans les menus. Et aussi sur justement comment prouver la possession des fonds sur Bitcoin. Donc, en fait, actuellement, le système pour signer des messages, il utilise bien les adresses Bitcoin, mais il n'utilise pas du tout le système de vérification de Bitcoin, la vérification des transactions. C'est juste un petit bout de CDSA qui permet, avec une paire de clés, de prouver la signature d'un message. Donc, c'est pas du tout connecté à la possession de clés privées. C'est vraiment quelque chose de très léger et très en dehors du consensus Bitcoin ou de la vérification des transactions. Donc ça a été intégré depuis what mille temps, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais voilà, c'est pas forcément super utilisé. Et ça ne fonctionne, comme ça a été implémenté il y a longtemps, ça ne fonctionne que avec les adresses pay to public hash, donc les adresses Bitcoin qui commencent par un 1. Et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est le seul outil de signature qu'on a dans Bitcoin, et il n'y en a pas d'autre. Et euh, l'autre sujet, donc pour prouver la détention de fonds sur Bitcoin, c'est un vieux sujet qui a bien évidemment été abordé par Greg Maxwell entre 2011-2013, quelque part par là. Il y a eu des threads nombreux sur Bitcoin Talk et compagnie à propos de ça. Et parce qu'il y avait il y avait des exchanges. Je ne sais plus si c'était Kraken ou d'autres exchanges, mais bon, les exchanges en général, ils ont des responsabilités juridiques, euh, comme toutes les banques, euh, de se faire auditer. Voilà, quand on ouvre une banque, on doit choisir un auditeur qui audite les comptes bancaires, il audite la comptabilité, et c'est fait par des commissaires aux comptes qui sont des experts comptables qui ont mangé beaucoup de space cake. Donc ils sont plus forts. Et donc dans ce système, donc c'est pas de la preuve de possession de fonds, c'est ce qu'on appelle de la preuve de réserve. Donc Greg Maxwell avait fait des propositions qui ont été reprises et discutées par pas mal de monde. Je vais pas vous dire tous les noms, je m'en souviens plus trop. Mais en fait, c'est en deux parties. Il y a une première partie, il faut pouvoir prouver effectivement la possession des bitcoins, il faut prouver qu'on les a. Et ensuite, il faut aussi prouver que les fonds qu'on a, ils sont supérieurs ou égales à la somme de tous les comptes qu'il y a sur la plateforme. C'est-à-dire tous les utilisateurs, ils ont des comptes, ils ont chacun des bitcoins inscrits dessus. Et en fait, bon, bah, la plateforme, elle fait pas genre une adresse par client, etc. Ça coûterait trop cher. Donc c'est un système de réserve où il y a une réserve avec quelques adresses et tous les clients ont, dans une comptabilité double entrée, des droits sur les bitcoins. Et donc la preuve de réserve, c'était une preuve de possession des bitcoins, plus ensuite la façon dont ça a été présenté, c'était faire un arbre de Merkel avec à la base tous les comptes, c'est-à-dire avec leur numéro ou leur identifiant ou le nom des gens,
et à côté la somme qu'ils ont en Bitcoin. Et donc, donc ça permettait à chacun, à tout le monde, par ce Merkle Tree, de vérifier que son solde correspond bien à la tête du Merkle Tree. Donc tous les clients pouvaient vérifier en ayant le Merkle Tree que ça correspond bien au fonds qu'ils ont sur la plateforme. Donc dans ce système-là, il y avait un auditeur qui intervient. Et le rôle de l'auditeur, c'est juste de dire, bon, bah, moi, j'ai bien regardé dans la comptabilité tous les comptes des clients. Et donc, ça correspond bien à ce Merkle Tree-là. Et donc, je me permets de tamponner la tête de l'arbre de Merkel en disant, bah, c'est celle-là qui est juste, c'est celle-là qui représente bien l'ensemble des comptes des clients. Et, et donc, elle est bien, la somme des comptes des clients est bien inférieure à la preuve de possession des fonds qui est sur Bitcoin. Donc, il y a très très peu d'échanges qu'on fait ce système-là. Je crois que Kraken, il l'a fait que une ou deux fois parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué justement pour prouver la possession des fonds. Donc, pour la faire court, pour résumer tout le Space Cake en quelques mots, pour prouver la possession des fonds, il faut prouver la possession d'UTXO sur Bitcoin. Et donc, le principe général, c'est de créer une transaction dans laquelle on va mettre tous les UTXO qu'on veut prouver qu'on possède. Et on va rajouter un input supplémentaire qui n'existe pas, qu'on va l'appeler 0,00000. Et donc, on crée une transaction comme ça. Donc, la transaction, elle peut être vérifiée contre le consensus Bitcoin, mais par contre, elle est invalide. C'est-à-dire que aucun mineur ne peut la miner, même dans le relay. Le relay ne va pas la relayer parce que elle contient un input qui est inexistant. Donc c'est hors consensus, donc elle est rejetée. Mais par contre, elle est vérifiable sur le consensus. Donc ça permet de prouver qu'on a la possibilité de dépenser des UTXO avec une transaction qui reste invalide. Voilà. Et c'est là qu'on va parler du BIP, du BIP 325. Donc le BIP 325 Signet. Voilà, le 325, c'est le Signet. Alors le Signet, la raison pour laquelle il a été créé, c'est que le testnet, il est difficilement utilisable pour faire des tests qui ressemblent à de la prod. Parce que des fois, il y a des augmentations du hash rate, des baisses du hash rate. Quand il n'y a pas eu de bloc en 10 minutes, la difficulté retombe à zéro. Enfin, voilà, c'est un peu la foire d'empoigne, il y a des reorgs tout le temps, etc. Donc ils ont inventé le Signet, ou les Signets, pour permettre d'avoir un flux de blocs un peu plus normal, sans forcément avoir besoin de preuves de travail. Et donc ça repose sur de la signature. En fait, il y a un signet officiel, qu'on appelle le signet, mais après on peut, avec ce bout de code-là, on peut chacun créer son signet. Et donc dans ce signet, pour valider les blocs, il y a un système de transactions avec deux transactions qui a été créé. Il y a là une première transaction qui s'appelle la transaction toSpend et il y a une seconde transaction qui s'appelle toSign. Et en fait, c'est séparé les deux transactions. La première transaction, elle fait référence au bloc, voilà, la donnée qu'il y a dans le bloc. Et la seconde transaction, elle fait référence à la signature en elle-même. Donc, c'est des transactions qui sont liées. C'est-à-dire que la transaction toSign va faire référence à la transaction toSpend. Donc, je vous invite à regarder ce BIP 325. Mais j'espère que notre cher ami Sosten va passer. Mais il est à la bourre. Je crois que c'est mal barré. Qui explique un peu le truc. Bon, c'est comme d'habitude, c'est des bips, c'est mal. Ah, j'ai perdu Julien. Ouais, moi aussi, je l'entends plus. Ah, Julien, t'as perdu. Ah, ça y est, il est Est-ce retour. qu'on m'entend? Ouais, c'est bon. Ouais, et de retour. Ok, je suis de retour. C'est bon. Ouais, faut que je regarde si Ah, on l'a reperdu, je crois. actions, to spend et to sign qui sont liées.
Et donc, la façon dont sont formées ces transactions, la première, c'est une transaction dans laquelle on va mettre donc on va pas identifier d'UTXO, on va identifier un UTXO nul, on va dire, un 000. Et puis après, dedans, on va ajouter justement le hash du message avec un OP0 et un push 32. On va mettre le hash du message. Le hash du message, c'est un hash qui est normalisé au format BIP 340 tagged hash, donc un hash tagué BIP 340. Donc ça aussi, il faut lire le BIP 340. Le BIP 340, c'est celui de Schnorr. C'est voilà, l'implémentation des signatures de Schnorr. Et donc dedans, c'est juste pour faire un hash qui est tagué. Donc là, le tag, c'est BIP032-sign-message. Donc on pousse ça dans le script SIG. Et après, le script PubKey, donc, qui va être le message challenge, il faut que ça soit un key script, un public key, c'est un script PubKey en fait, qui soit prouvé, qui puisse fonctionner. Comme ça permet de vérifier la transaction, parce que comme on est sur le consensus, on vérifie des scripts, on vérifie pas des signatures. Donc une fois que cette première transaction elle est formée, on va en créer, donc là c'est la transaction toSpend. Une fois qu'elle est formée, on va créer la transaction toSign. Et donc là, dans cette transaction, on a pour le mode de signature de message, on va juste dans les witness, on va rajouter des witness dans lesquels on va mettre la signature du message. Et bon, après, il y a on va dans le preview, dans le prevout, on va identifier la transaction toSpend, et le script PubKey est un OP-return. Et donc, quand on signe cette transaction, c'est ça en fait la signature de ce nouveau système, la signature de message, c'est signer cette transaction toSign. Parce que la transaction toSpend, elle est basique. N'importe qui peut la recréer, parce qu'on peut recréer le message hash. On a le message challenge forcément. Donc n'importe qui peut la recréer. Par contre, la transaction toSign, elle peut pas être recréée. Et donc, une fois comme on vérifie par le script PubKey et le hash qui est dans les scripts SIG, on va pouvoir vérifier. Et la vérification, ça se passe je retrouve le truc, 4 étapes, dont une qui est facultative. Donc la première, c'est de calculer les transactions toSpend et toSign. Alors après, en respectant les règles, il faut que dans le toSign, il y ait au moins un input et exactement un output. Il faut que ça corresponde aux règles de consensus Bitcoin. Ensuite, facultativement, si le validateur n'est pas un interpréteur complet de script, c'est-à-dire que le Bitcoin Core, on va dire que c'est le seul interpréteur complet. On l'a bien vu avec les bugs qu'il y a eu sur BTCD ou je sais pas quoi. S'il y a d'autres interpréteurs qui n'arrivent pas à comprendre les scripts, qui n'arrivent pas à satisfaire leurs résultats, ça produit un résultat inconclusif. Voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est il y a des règles qui sont absolument requises à respecter. Donc, toutes les signatures, ça doit être du SIG-hash all. Ensuite, bon, il y a des choses sur l'utilisation de code séparateur, find and delete. Il faut que les signatures, ça soit du DER encodé strict, avec voilà, c'est quelques prérequis. Ouais, c'est des signatures simples, Voilà. classiques, comme on a l'habitude en général. Voilà. Mm. Et donc, si ça fail, c'est une signature qui est invalide.
Et après, il y a des vérifications qui sont, comme indiqué dans le BIP, qui peuvent être mises à jour. C'est pour tout ce qui concerne, on va dire, les utilisations futures de Bitcoin. Donc les NOP, les NOP qui sont réservées pour les upgrades sont interdites. Tout ce qui est au-delà des versions Segwit 1 est interdit. Et voilà, donc si ça fail, ces règles qui sont upgradables, parce que bien sûr, un jour, il y aura des versions Segwit 2 et plus, et un jour, les no-opérations du script Bitcoin seront utilisées. Donc c'est des règles qui actuellement fonctionnent de cette manière-là, mais qui dans le futur devront être mises à jour. Et, euh, et donc après, quand tout est vérifié, ça retourne le temps et le numéro du bloc en disant que c'est valide à cette date-là et à ce bloc-là. Et donc ça c'est pour le message en fait. Et en fait pour la preuve de transaction, ça utilise le même principe, on va dire, sauf qu'il n'y a pas de message. Donc on va pas du tout dans la première transaction to spend, on va pas ajouter le hash du message ou le challenge du message parce que ça sert à rien. On va juste on les met à 0 si je me souviens bien, tout ça. Et voilà, donc ça fait une transaction qui est encore plus basique. Et par contre, tout va se jouer dans la seconde transaction qui est toSign. Et donc c'est dans celle-là à laquelle on va ajouter tous les UTXO qu'on veut prouver. Donc on les ajoute d'une manière traditionnelle, hein, VIN 0, 1, 2, 3, toutes les UTXO qu'on veut valider. Et on signe ça de la même manière, si je dis pas de bêtises, faudrait que je vérifie ça. Mais ça reste une transaction signée. Et donc après, la vérification se fait de la même manière, avec les 4 étapes, en fait. Sauf que on va pas vérifier le message M ou même l'adresse Bitcoin avec lesquelles c'est signé. C'est juste une preuve de cette transaction est valide, elle peut être dépensée, mais elle est pas, enfin elle est vérifiable, donc elle pourrait être dépensée, mais elle est invalide parce parce qu'elle repose sur une transaction to spend qui est invalide. Voilà. Après, il y a les options pour il y a des options pour le time lock qui sont un peu en dehors des transactions, etc. Donc le time locking qui peuvent être utilisés, mais bon, j'en vois pas trop l'intérêt. Ouais, j'ai pas trop compris aussi parce qu'ils proposent, ils disent que tu peux mettre 0 dans le time lock ou genre 1 ou 2. J'ai pas trop compris à quoi ça correspondait ces histoires. Je sais pas Oui, si. alors oui, ils disent Bah, ouais, c'est peut-être dans pour la dans cross la réserve. transaction toSign, comme il y a deux formats, Ok. il y a le format, il y a le format simple et le format full. Et en fait, dans le format simple, qui va être du message, ça va être 0. Et dans le format full, où on veut faire intervenir des time locks, ça veut dire, alors, je pense que ça devait être lié à, c'est peut-être pour prouver une dépense qui ne peut être que faite dans le futur, parce que comme en fait on n'est plus en train de vérifier des messages, on vérifie des scripts, peut-être que l'UTXO qu'on a, il est encombré, en fait. Et donc, Ouais, tu veux dire en fait tu peux pas le dépenser, mais tu pourras le dépenser dans le futur voilà, peut-être, c'est ça, parce que comme voilà, tu peux avoir un check log time verify, un truc comme ça dedans, voilà. quoi. Et donc, dans ce cas-là, à la fin, il te vérifie ta signature, il te dit, bon, bah voilà, l'état est valide à un temps T et à un nombre de blocs S de séquence, le N séquence. Et donc, ça peut te dire, bon, bah voilà, parce que si tu vérifies un check time verify qui est trop proche, bon, bah dans le processus de vérification, ça va apparaître comme invalide. Donc, dans ce cas-là, tu prouves pas les fonds. Donc, je pense que c'est pour ça. Voilà. Après, j'ai lu, voilà, c'est des choses. Après, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ouais, c'est tout. C'est tout. Et ça, C'est le il y a seul petit Sostem. détail qu'ils ont fait comme ça, mais après ça fonctionne. Hein, enfin, conceptuellement, ça fonctionne. Donc, il y a une pull request qui est en cours, qui est la 24 pile 58 dans le repo Bitcoin. Donc, il y a du monde hein, qui bosse dessus. David Harding, Jim Posen, Cal Rosenbaum, Peter Will, Arnaud Bolstra, qui doivent faire un peu de review, j'imagine. Il y a des tests vectors hein, qui fonctionnent. Et après, bah, quand on va sur la pull request, alors il y a tout un thread qui pas forcément intéressant à lire parce que c'est toujours les mêmes qui racontent. Voilà, il y a Georges qui est toujours en train de la ramener dans les pull requests, mais qui fait rien. Bah ouais, c'est un peu les usual suspects des pull requests, c'est pour ça. J'aimerais bien qu'ils fassent. Oui, j'ai vu ça pour RBF aussi. Ouais, voilà. Des fois, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. J'aimerais bien qu'il y ait sur GitHub, comme sur Twitter, tu peux mute ou bloquer des gens. Tu vois. Mais bon, c'est pas encore le cas. Même Luc, qui raconte des trucs sur. Je comprends même pas ses commentaires. Enfin bon, bref. Les gens sont plutôt chauds pour cette pull request. Les gens y travaillent, mais lentement. Et en fait, quand on regarde le code, c'est pas du tout fait. En fait, le code est rempli de justement des tests vecteurs. Et pour l'instant, il n'y a pas l'algorithmique qui pourrait lui permettre de la faire fonctionner. Voilà, donc là, on a fait le tour, on va dire, un peu technique de la chose. Et donc, bah, c'est sûr que quand ça sera intégré, donc je pense pas que ça sera intégré dans la 24, vu l'état de la pull request. Ça sera pour être peut-être 25 ou s'il y a des gens qui veulent s'y mettre. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça améliore, pour conclure, je dirais que ça améliore beaucoup le système de signature parce que là, on va vraiment prouver, comme on prouve avec des scripts Bitcoin, on prouve vraiment la capacité de dépense. Et donc, à l'inverse du système de signature original qui en fait ne prouve pas à 100% qu'on est en contrôle des clés. Là, on prouve vraiment qu'on est en capacité de dépense d'une UTXO. Et donc, bah, après, le système de vérification de messages avec le hash de message et le hash challenge est compatible avec ça. Et donc, bah, ça reprend la petite technique du BIP 325 et qui, en fait, permettra d'implémenter ce qu'avait prévu Greg Maxwell en 2012-2013 en disant bah voilà on va faire juste une transaction. Là c'est une suite de transactions, mais une paire de transactions avec les UTXO qu'on veut prouver et une première UTXO qui n'existe pas, ce qui rend les deux transactions vérifiables mais invalides, et donc elles peuvent prouver réellement. Vraiment, c'est pas formel, mais la preuve est là. De la capacité de dépense du UTXO et que c'est bien le script key qui a signé un message. Voilà. Est-ce que ça aide pas aussi au niveau des hardware wallets de faire un système comme ça où la signature, en fait, c'est une transaction? Ça a peut-être une bonne compatibilité avec les hardware wallets aussi. Je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'ils utilisaient un système de transaction factice comme ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, attends, je crois qu'ils en parlent dans le truc. Je crois qu'ils en parlent dans le BIP, ou je sais plus si c'est dans le BIP de la mailing list. Si, voilà, Ouais, c'est ils ça. disent dans la motivation, Ouais, manifestement. c'est ça, pour une interopérabilité avec les hardware, les signeurs. La signature message format, ça ressemble à une transaction Bitcoin. C'est pour ça qu'en fait, au final, on vérifie des transactions, on ne vérifie pas des signatures. Et donc, bah oui, ça rend le système compatible avec le hardware. Je ne sais pas si c'était voulu à la base, mais c'est une conséquence directe. Ouais. Bah, je pense aussi que c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire l'élégance du fait d'utiliser des transactions comme c'est fait dans Signet, finalement, Mhm. c'est bien pour les messages aussi, quoi. Parce que du coup, Mhm.
c'est sûr que ça fait de la complexité en plus par rapport à une simple signature toute bête, toute simple, mais en fait derrière, oui, si tu veux avoir la puissance du consensus Bitcoin, c'est sûr que oui, tu as besoin de faire des transactions qui sont compréhensibles par le consensus, quoi, finalement. Donc c'est pas non plus. Parce que dans le premier message sur la mailing list, Carl John Helm, il dit il faut remplacer le truc. Il donne un petit peu le concept rapide en 10 lignes. Si seulement tous les dev Bitcoin pouvaient faire des messages aussi courts, où il explique un peu le principe. Et donc, on dit ça utilise un vérificateur de signature custom avec les SIGA-hash des messages, avec le script PubKey, etc. Donc, je pense que la conséquence que ça fonctionne avec les hardware wallets, elle n'était pas voulue à la base, mais tant mieux hein, si ça marche avec un ledger, tant mieux. Après, avec le ledger ou autre. Après, je pense que tous les hardware wallets, ils avaient de toute façon un système pour te permettre de faire des signatures, mais c'est juste que chacun y allait de sa popote, quoi, un petit peu, je pense. Après, ouais, c'est sûr que sur Ledger, t'as PGP. Hein. Donc oui, tu peux. Ouais, t'as PGP et tout. Enfin, si tu veux faire de la vérification d'identité, mais tu fais pas de la vérification de possession de fonds, quoi, avec ça. Non. C'est sûr que l'objectif était un peu différent, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai que mais c'est bien parce qu'en fait, c'est pas des signatures, c'est vraiment des transactions. Enfin, c'est la signature d'une transaction qu'on va vérifier. Donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai pas, j'ai fini ma part de Space Cake. Mon assiette est vide. Je sais pas si vous avez kiffé ou pas. Et c'est dommage parce que est-ce qu'il est là Ah bah il est là, notre petit. Oui, il a rejoint il y a monsieur. Salut Sosten. Monsieur Onk. Ouais, alors bonjour tout le monde. Enfin bonsoir. Désolé. Bonsoir. Désolé, j'étais un peu en retard. C'est un peu rock'n'roll les soirées chez moi en ce moment, donc j'ai pas pu me connecter avant. Ok. Est-ce que tu as un peu de Space Cake dans ton assiette? Alors là, c'est les Riddle un peu. D'accord. Pas beaucoup, mais ok, parce que je sais pas. Et je sais pas quand est-ce que tu es arrivé, mais en fait, je décrivais 322 et je disais qu'il faisait référence à deux autres bips, le 340 bien sûr, mais aussi le 325. Ouais. Et le 325, je pense que c'est quelque chose que tu connais. Je sais plus, c'est lequel. C'est les signets. Ah, c'est le 325 signet. Ah bah oui, je connais bien. Ouais. Et donc, j'expliquais un petit peu le principe des deux transactions, to spend et to sign, qui sont utilisées pour générer les blocs dans le signet. Voilà. Donc, si tu as envie d'expliquer comment ça marche, je te laisse le faire. Mais sinon, si tu es vraiment KO de ta journée et que là, tu es juste en train de manger ton steak cake en silence, c'est pas un problème. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, après, je peux. En fait, c'est des parties, moi, j'ai pas trop non plus. Comment dire? Dans mon utilisation, je suis pas allé forcément très profondément là-dedans, mais c'est vrai que dans le code, par exemple, de Bitcoin Core, vous avez un script en fait en Python qui sert à miner le signet. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser en fait, mais c'est un peu le script officiel et c'est plus facile comme ça. Et effectivement, il y a des to sign et to spend. Il y a deux en fait, deux mouvements comme ça, deux transactions qui s'enchaînent. Après, c'est vrai que j'ai assez peu manipulé ça parce que je le laisse gérer cette partie-là. Moi, la partie qui m'intéressait plus, c'était justement de définir, et je pense que c'est là où ça rejoint le BIP 322, c'est que c'est pas juste une signature, parce qu'on pourrait se dire que Signet, alors peut-être, c'est pas le sujet du tout aujourd'hui, mais en deux mots, Signet, c'est Signet, donc c'est Signature Network, c'est le remplaçant du testnet, et effectivement quelque chose qui est un peu surprenant, c'est que en présentation très très haut niveau, on dit que c'est un testnet où les blocs sont signés par les mineurs, donc ça fait un réseau qui est un petit peu permissionné. Il y a aussi une preuve de travail, mais si vous avez la preuve de travail valide sans avoir la signature, votre bloc il n'est pas valide. Donc ça c'est quelque chose c'est comme ça que ça se distingue du testnet et du mainnet. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils auraient pu faire le choix, par exemple, de dire ok, il y a une clé publique qui est attachée au bloc, et puis on doit produire une signature valide pour cette clé publique, pour le bloc.
Le bloc, c'est le message, et puis c'est comme ça qu'on valide. Et en fait, ils ont fait le choix de mettre des vrais scripts Bitcoin. En fait, il y a un script PubKey qui est attaché au Genesis block. Pour miner des blocs valides, on doit fournir un witness qui est valide pour ce script PubKey, un peu comme une transaction. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu étrange. Enfin, quand on s'en rend compte au début, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, ça a du sens, quoi. Parce que ça permet après justement de faire des signets avec des conditions un peu, comment dire, un petit peu évoluées, surtout maintenant qu'on a Taproot. Alors c'est encore un petit peu compliqué de construire des arbres avec plein de scripts un peu complexes, mais on va bientôt y arriver, et c'est vrai qu'on peut, ça permet de faire des signets plus intéressants avec des conditions aussi plus riches, et des fédérations qui sont... On peut faire potentiellement plus de choses, quoi, que de juste avoir, par exemple, ils auraient pu mettre juste une clé publique attachée au Genesis block, et bref. Ok, cool. Donc effectivement, je suis arrivé à la fin, mais bon, le BIP 322, j'avais survolé un petit peu. J'avais eu le temps de survoler un petit peu. De ce point de vue-là, ça ressemble complètement au système de Signet. Ouais. Ouais, je Voilà. sais pas si parce que je vois dans la mailing list qui date de 2018, le petit algo qui donne, je sais pas si en fait c'est si, non, vu que il a été attribué en 325, donc après, je pense que donc le 322 où Carl Johan il donne l'idée pour un truc qui est pas implémenté, qui a été ensuite porté sur le 325, qui lui a été implémenté en Python, mais qui lui fonctionne. Donc c'est marrant parce que les concepts, ils traversent les bips, ils vont de bip en bip, et on s'en resserre pour des trucs qui n'étaient pas prévus à la base. C'est pour ça que c'est complètement what the fuck, hein. Les signets, quand tu tombes là-dedans, tu te tires une balle, quoi. Euh, C'est vrai que le Signet, enfin, plus tu rentres dedans, comme tu te dis, plus tu te dis, mais what the fuck, mais pourquoi ça existe, pourquoi c'est comme ça. Mais c'est intéressant en vrai, hein. Mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part en plus comme idée. Enfin, on bah, a l'impression ça sort, personne n'avait demandé ça, et ça sort du t'as 322, Kelly hein. Ouf qui arrive. Ça sort du 322. Là, j'ai la main list où il fait le truc, il dit deserialize and execute the proof using a custom signature checker whose SIGHASH is derived from the message. Returns true if the check succeeds or false otherwise. The script PK is derived directly from the address. Le truc, il décrit en une phrase. Et ok. Mais bon, ouais, faudrait fouiller dans la mailing list pour savoir qui est antérieur, mais bon, pas que ça à faire. Ouais, puis en vrai, je pense que c'est pas très très important, hein. Enfin, il y a peut-être des gens que ça intéresse, j'en sais rien. Bah si, bah nous, là, Ouais. on les arrête 10 sur le Ouais, Space Cake. c'est vrai que je comprends pourquoi on les fait le mercredi, parce que le vendredi, ça a l'air un petit peu plus compliqué quand même, hein. Enfin, Mhm. j'ai remarqué ça en me Ouais, connectant tout à l'heure. c'est toujours un peu moins évident, je pense, pour les gens. Ouais, Bah, ils préfèrent sortir avec leurs amis, boire des bières, Ouais, avoir une ouais, vie, quoi. ça. tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Ok, bah moi il y avait Ok. notre ami Lounès qui nous parlait, et de notre ami Pantanis, et toi aussi, qui nous parle de Riddle. What the fuck is Riddle? Ouais, je voulais juste du coup donc en fait on est d'accord que du coup donc le BIP 322 il pourrait permettre dans un contexte pour prouver les fonds de prouver la totalité des fonds qu'on possède, et après il y a ce que tu avais dit sur le proof of reserve qui peut permettre de prouver que ton custodien il a effectivement les fonds qu'il te promet d'avoir, Oui, qui te sont attribués dans la totalité. Donc c'est comme ça que s'agencent les deux choses, quoi. C'est que le proof of reserve peut venir en complément du BIP 322 oui. pour faire une proof of fund qui est bien ficelée, bien belle, bien fichue, Ouais, quoi. bah, c'est Ouais. ça. Il faudrait juste avoir bah après, c'est très lié à la comptabilité double entrée pour créer l'arbre de Merkel Ouais. des comptes. Mais ouais, ça permet de le faire, ça, aucun doute. Parce que l'arbre de Merkel en question, en plus, t'ajoutes, enfin, il y a des histoires de sommes aussi intermédiaires Oui, sur les oui, branches, non, oui. aussi. C'est un somme Merkel tree. Voilà, ouais, c'est un sum Merkel tree où à chaque. C'est un peu des trucs qu'on retrouvait dans le bip de tarot, on retrouvait ça randomly, mais c'est un peu la même chose C'est ça. qu'on retrouve pas pour. Ouais, ça Ouais. ressemble un peu, ouais, aux structures qu'ils utilisent en tarot.
C'est vrai. Enfin, qui sortent de nulle part parce que ça n'a aucun rapport avec le Schmidt-Blick, mais ouais, c'est. Non, c'est des trucs qui sont connus depuis longtemps. La preuve de réserve, quand Greg Oui, Maxwell il en parlait, il disait bah voilà, on fait un Merkle tree, on rajoute on fait les sommes, on hache deux comptes, on fait le Merkle tree quoi. On rajoute la somme et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc comme ça, chaque personne peut vérifier sur sa branche qu'il atteint bien ouais, qu'il a la bien tête, quoi. une portion du Ouais. total, quoi, ouais. Exactement. Ok. Bon, et du coup, après, comme on était sur de la preuve de fond, là, on parle de preuve de fond dans laquelle on veut identifier les gens, et en fait, on s'était dit qu'on pouvait lier ça un petit peu au sujet de prouver la possession d'une UTXO, mais cette fois-ci en essayant d'être potentiellement anonyme pour certaines applications. Donc du coup bon là ça peut partir très loin donc on va voir où on s'arrête mais donc effectivement il y a deux idées qui ont été proposées pour ça donc il y a Podl et Riddle. Donc Podl c'est utilisé dans Join Market quand on est taker pour prouver qu'on possède des UTXO et donc on va pas demander des adresses à des makers juste pour les désanonymiser quoi. Donc l'idée de Podl, c'est de pouvoir commit sur une public key sans la révéler, mais en même temps ne pas pouvoir la commit plusieurs fois. Parce que sinon, on peut spammer et essayer de désanonymiser tout le monde. Donc l'idée principale, en fait là, pourquoi je parle de Podl avant, parce que ça va servir après, hein. Podl, l'idée, donc Podl, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est Proof of Discrete Logarithme Équivalence. Parce que les initiales pour Podl, donc PODLE, pour Proof of Discrete Logarithme Équivalence. Donc l'idée, c'est que qu'on a une clé privée, donc ça très bien, on a une clé privée X, et puis on déduit la clé publique en multipliant le générateur de la courbe par X. Et le problème, c'est qu'on pourrait se dire, bon bah si moi je veux si je veux commit, si je veux engager, montrer que j'ai une clé publique, je pourrais prendre le hash de la clé publique et puis dire bah voilà ma clé publique. Et du coup, quand j'interagirai avec vous, je vous révélerai ma clé publique. C'est la clé publique que j'utiliserai là où j'ai mes fonds, quoi. Et le problème, c'est que si on fait ça, c'est trop facile après de se dire bon bah le hash, puisqu'il nous a montré le hash de sa clé publique, et ben il me suffit de parcourir toutes les clés publiques de toutes les UTXO qui existent. Et puis il y a un moment, ça va matcher. Quand je vais calculer le hash de toutes les clés publiques de toutes les UTXO qui existent, il y a un moment, ça va matcher. Je vais pouvoir trouver sa clé publique à lui. Et donc évidemment, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Et donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est donc un puddle. Donc on va pas commit à la clé publique qu'on obtient en multipliant le générateur, mais on va utiliser un autre générateur dans la courbe. Et à la place, on va multiplier le générateur par la clé privée et obtenir une genre de deuxième clé publique, mais pour une courbe différente. Donc là, faut se rappeler de comment c'est fichu une courbe elliptique dans Bitcoin. Donc une courbe, ce qu'on appelle SecP 286K1, c'est donc la courbe avec l'équation y carré égale x cube plus 7 modulo p, un truc où p c'est un entier, un nombre premier qui est assez grand. Et du coup, on choisit un point G dessus qu'on appelle le générateur, et on sait que ce point, il génère enfin, on peut le multiplier on peut l'additionner avec lui-même un certain nombre de fois pour obtenir beaucoup de points sur la courbe qui sont un peu foutus en bordel, comme ça on peut cacher des informations dedans. Donc le générateur fait partie des spécifications de la courbe. Là, l'idée, c'est qu'on va utiliser un autre point en tant que générateur. Cet autre point, donc ce qui est un petit peu tendu, c'est qu'il ne faut pas que cet autre point soit une clé publique, entre guillemets, au sens où il ne faut pas qu'on sache combien de fois on doit multiplier le générateur pour obtenir cet autre point. Et donc en fait, là, en général, donc, il y a un truc qui s'appelle les nums. En gros, c'est une manière de trouver d'autres points à partir du générateur, mais dont on peut prouver qu'on ne connaît pas le logarithme discret. Donc l'exemple typique, c'est je prends le générateur de la courbe elliptique, j'écris sa coordonnée x, et puis je prends le hash de la coordonnée x de ce point. J'obtiens un autre nombre entre 0 et 2 puissance 156 moins 1.
et je considère le point de la courbe elliptique qui est le plus proche et qui a de cette coordonnée x là avec, je sais pas, une coordonnée y qui est pair ou impair. Enfin voilà, il peut y avoir des critères, mais en tout cas, voilà, on va essayer de se rapprocher pour trouver un autre point et dont on sait qu'on l'aura déduit sans faire une addition du générateur avec lui-même. Et une fois qu'on s'est donné ça, bah, on peut se dire, bah, cet autre point, je peux aussi le multiplier par ma clé privée. Et donc ça me fait une genre de deuxième clé publique, on va dire. Et c'est en fait un commitment sur cette deuxième clé publique qu'on va envoyer, qu'on va partager aux autres personnes. Et une fois que une fois qu'on va interagir avec un maker pour pouvoir lui révéler que bah, on avait des fonds dans une clé publique et que ce qu'on a déclaré, bah, on l'avait bien comme prévu. En fait, on va utiliser un trick qui est un peu particulier. Donc, en fait, il faut se rappeler aussi de comment sont faites les signatures de Schnorr. Donc, les signatures de Schnorr, il y a, en gros, on est sur ce qu'on appelle les Sigma protocoles, enfin les protocoles d'identification. On a 3 parties. On a la partie d'engagement, où en fait, on veut s'identifier auprès de quelqu'un, donc on va proposer un nonce. Ensuite, il y a la partie de challenge, où une fois qu'on a proposé le nonce, celui qui veut vérifier notre identité, il va nous proposer un challenge. Et ensuite, il y a la vérification, la validation, où en fait, on va signer pour le challenge et on va partager la signature à l'autre personne qui va pouvoir vérifier l'équation de vérification. Et donc, l'équation de vérification, ça va toujours être quelque chose comme la signature, on va calculer, on va la multiplier avec le générateur et ça va donner quelque chose comme le point de nonce, le point sur la courbe qui est notre nonce, plus le message fois notre clé publique. Et en gros, dans ce système-là, c'est hyper important de respecter les étapes. C'est hyper important que le nonce, il soit donné avant que l'on ait donné le challenge, par exemple. Et donc là, le, le trick, ça va être de jouer sur cette valeur de nonce, de la créer, mais quelque chose un petit peu de manière ad hoc après avoir fait le challenge. Et donc en fait, là, le podle, l'idée va être de dire, bah, je vais me donner un nombre secret qui va me servir à construire non pas un nonce, mais 2 nonces. Un nonce qui est pris en multipliant le générateur et un nonce qui est pris en multipliant par mon nombre secret de départ que j'ai tiré aléatoirement avec le nouveau générateur que j'ai créé. Et puis on va signer un message qui est déduit des clés publiques et des nonces. Et puis en fait, ce message, on va vérifier qu'il y a un matching des 2 nonces quand on les calcule avec les nouveaux points générateurs quelque part. Et du coup, si quand on va calculer ces nonces-là, ça va matcher avec le message. Donc c'est comme si on faisait un message qui est fait pour matcher des nonces. Alors que normalement, c'est le message qu'on signe quand on fait une signature, il est fait de façon à ce que on n'ait pas pu décider du nonce de façon à satisfaire l'équation de vérification. Et donc ça va permettre comme ça de prouver que bah, je connais la clé privée qui est associée à la clé publique qui a été commit, mais cette clé publique, elle avait été déduite autrement que la manière habituelle sur la courbe. Et donc ça permet de faire en sorte que si jamais je suis taker et que voilà, je dis bah voilà, je veux faire une transaction de collaboration, une transaction collaborative, un coin join, quelque chose comme ça. Voilà voilà la preuve que l'information que j'avais donnée publiquement comme étant des clés publiques qui m'appartenaient, voilà la preuve que bah, je la possède. Et bah, après, une fois qu'on a ça, la personne avec qui j'ai interagi peut déclarer publiquement que euh, cette, euh, cet engagement que j'avais pris en publiant le hash de ma clé publique, mais qui est dérivé sur une sorte d'autre courbe, quelque part, et ben en fait, il a été utilisé. Et donc, comme ça, d'autres personnes, si jamais moi je commence à aller voir d'autres personnes en prétendant la même chose, en disant, ben moi aussi, moi je connais la clé privée associée à tel engagement qui a été pris, voilà, le hash de ma clé publique, là, je connais la clé privée. S'il va voir une autre personne, il va pouvoir dire, bah non, parce que, en fait, j'ai entendu que la clé publique qui est associée à ce nombre-là a déjà été utilisée, donc je ne veux pas t'autoriser à le réutiliser. Donc pour moi, je ne peux pas valider le fait de collaborer avec toi à partir de cette clé publique-là. Et du coup, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui empêche la personne de créer des hashes différents? Bah, c'est le fait que cette clé publique, on l'a dérivée de façon complètement déterministe de la clé privée. Et donc, en fait, on va pas pouvoir prétendre
avoir différentes clés publiques alors qu'en fait on utilise toujours la même. Donc ça, c'est l'idée du Podol, c'est pour éviter le spam en fait sur Join Market par les takers. Et donc c'est une technique où en fait on se rend compte qu'on combine en fait deux signatures de Schnorr quelque part. Je sais pas si ça vous parle, mais l'idée c'est qu'on combine deux signatures de Schnorr mais sur des courbes dont le générateur est différent. Mais c'est bien le même message qu'on signe à la fin quelque part, qui est dérivé des deux. Donc il y a une sorte de, faut voir qu'il y a une sorte de et logique qui est là-dedans. En fait, on vérifie qu'on possède la clé privée d'un truc et que cette clé privée et ces deux clés publiques, elles sont bien liées par la même clé privée. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Et donc ça permet, donc ça c'est déjà une première forme de preuve qu'on possède une UTXO, enfin, qu'on a, qu'on a prétendu quelque chose sur une UTXO. Je sais pas si déjà ça vous parle, là, s'il y a des questions, des trucs. Enfin, c'est un peu compliqué sans les équations à expliquer, mais je sais pas si l'idée est claire pour les gens déjà. Bah si, le nom PODLE, on voit bien que avec les deux générateurs, quand tu dis que voilà, au final, on va essayer de trouver à la fin le même nonce, on voit que c'est deux discrete log équivalents, quoi. Enfin, Voilà, ça c'est ce que je retiens, quoi. c'est ça. En fait, tu prouves que alors que tu utilises deux groupes différents comme tu n'utilises pas le même générateur, tu génères deux groupes différents sur la même courbe, sur le même ensemble de points de la courbe, mais tu génères deux groupes différents, mais tu prouves que le logarithme discret pour pour ces deux groupes, en fait, c'est le même, que tu as utilisé le même. Et ça permet comme ça de faire en sorte de commit à sa clé publique sans la révéler. Donc c'est un trick qui est très très intéressant. Ça veut dire que je peux prouver que cette clé publique, je ne l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc il y a quelque chose qui ressort de l'ordre du je protège contre le spam, je protège contre la double dépense. Voilà, donc c'est quand même une primitive cryptographique qui est assez intéressante à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans Podol. Et donc voilà, donc ça permet de faire une claim et de limiter à une seule claim ce qui se passe sur UnityXO. Évidemment, c'est possible aussi pour l'attaquant qui voudrait éventuellement essayer de désanonymiser tout le monde en les faisant interagir avec sa clé publique. On pourrait dire, oui, mais il pourrait dépenser l'UTXO pour que ça aille dans une nouvelle clé publique. Et puis après, il refait le protocole, il renvoie il renvoie un hash de cette nouvelle clé publique dérivée sur un groupe différent et il refait des claims. Mais le but, c'est de limiter en débit, quoi. C'est-à-dire, effectivement, on peut pas empêcher une personne de changer ses UTXO, de les renouveler sur la blockchain, mais du coup, elle paye des frais. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on voit ça comme une sorte de petite protection contre le spam, quelque part. Voilà, donc c'était pour Podol. Après, voilà, pour Riddle, du coup, l'idée, ça va être donc là, on parlait d'un et logique, et dans Riddle, en fait, on va ajouter un ou logique. Et donc là, en fait, le sujet de Riddle, qui est assez deep pour le coup, c'est les signatures en anneau, donc les ring signatures. En fait, Riddle, le principe, c'est de créer une signature en anneau sur plusieurs UTXO pour pouvoir en fait prouver qu'on possède vraiment, pour le coup, Podol, on ne prouve pas qu'on possède l'UTXO, on s'y réfère juste une fois et puis après, de toute façon, on est bien obligé enfin, on prouve une équivalence, qu'on sait faire les équivalences qu'on a prétendu pouvoir faire. Mais dans Riddle, l'idée va être de dire, moi, je veux pas révéler quel UTXO je vais utiliser. Parce que dans Podol, c'est pas un problème, puisque c'est utilisé pour Join Market, par exemple. Donc l'UTXO, elle va tout de suite être utilisée pour faire un coin join, donc c'est pas un problème. Mais dans Riddle, ce qu'on voudrait, c'est une sorte de protection contre le spam, donc en prouvant qu'on possède des UTXO, donc c'est comme ça qu'on va prouver qu'on est quelqu'un. Sauf que dans Riddle, on va noyer son UTXO dans les UTXO de plusieurs personnes. Et donc l'idée centrale, ça va être de faire des ring signatures. Alors, en fait, avant de se dire qu'on parle de ring signature, faut s'imaginer quelque chose d'un poil plus simple. C'est qu'en fait, on fait un ou logique entre les différents protocoles d'identification de Schnorr qu'on utilise habituellement. Donc, c'est-à-dire que dans Podol, on prouvait qu'on possédait une clé privée et qu'en plus, elle est liée à une autre sorte de clé publique. Et donc, on combinait comme ça deux signatures de Schnorr sur deux courbes différentes. Là, ce qu'on veut faire, c'est un ou logique. Donc, on veut dire qu'on possède la clé privée d'une des clés publiques parmi un groupe de clés publiques.
Et donc en fait, il y a une manière très simple de le faire sans faire de ring signature ou quoi, mais il y a une manière très simple de faire un ou logique entre différents protocoles comme ça. C'est du coup, je choisis la signature que je vais faire à l'avance, je choisis le message que je veux signer à l'avance, et en fait, étant donné la signature que je veux et le message et la clé publique, eh bien, il me suffit de calculer le nonce à la place de le choisir avant, je le calcule et je dis bah, le nonce, c'est juste la signature fois le générateur moins le hash du message, en gros, fois la clé publique. Et en fait, ça correspond exactement à l'équation de vérification dans Schnorr. Et ce qui fait que c'est pas valide, on fait jamais ça dans Bitcoin parce que dans Bitcoin, le message n'est pas choisi. Là, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que je peux choisir le message à signer à l'avance. Et donc, en fait, on fait ce qu'on appellerait une forgerie en fait en cryptographie. Donc, on forge une signature en ne respectant pas le protocole de Schnorr. Et donc, l'idée, c'est que ça, on va le faire pour toutes les clés publiques qu'on contrôle pas, parce que on peut pas signer pour ces clés publiques puisqu'on les contrôle pas, c'est le principe. Et donc on va obtenir plein de nonces comme ça qui valident plein de messages complètement random. Et après, quand on va vouloir valider notre message, là on va prendre quand il nous reste juste notre clé publique à nous à ajouter dans le lot. Et donc là, du coup, pour le coup, on ne choisit pas le message. Là, on va juste faire un XOR avec tous les messages et on va faire en sorte que notre message à nous qu'on va signer, quand on va XORer le tout, ça va donner le message qu'il fallait signer initialement. Et donc, du coup, on va prendre tous ces. On peut calculer exactement quel est le message à signer. On le signe normalement et on renvoie la liste de tous les messages factices ou réels qu'on a signés, la liste de toutes les signatures factices ou réelles qu'on a signées, et ensuite, on peut le vérifieur, il peut dire bon bah ok, donc bah si je XOR tous les messages, est-ce que j'obtiens le message à signer? Réponse oui. Et si je vérifie toutes les signatures individuelles, est-ce que ça marche? Et réponse oui, parce que soit on s'est arrangé pour que le nonce matche exactement ce qu'il faut, soit c'était notre clé publique et donc ça marche. Et donc ça, ça a été décrit en 1994 et globalement, c'est un OU logique, c'est une sorte de OU logique entre plein de protocoles d'identification. Et le défaut que ça a, par contre, c'est que la signature qu'on renvoie, elle est de longueur 2 fois le nombre de clés publiques dans lesquelles on veut se cacher. Donc si j'ai, je sais pas, 10 clés publiques et j'en contrôle une et les 9 autres, c'est les clés publiques de d'autres personnes, bah, je vais faire 10 signatures factices avec 10 messages et je vais devoir partager 10 messages et 10 signatures. Donc ça fait 20, donc 2 fois le nombre de clés publiques derrière lesquelles je voulais me cacher. Et donc c'est très bien maîtrisé, ça marche très bien en termes de sécurité. Mais le problème, c'est que du coup, c'est très lourd comme signature parce que c'est 2 fois le nombre de clés publiques, donc on ne peut pas faire beaucoup de clés publiques sans que la signature soit de taille monstrueuse. Et donc, il y a eu une idée après qui a été introduite qui s'appelle les signatures en anneaux, donc les ring signatures, les fameuses ring signatures. Et donc là, l'idée, c'est que dans le protocole que j'ai décrit avant, euh, quelque part, on doit garder, on cherche pas à faire de messages particuliers. On prend des messages complètement au hasard lorsqu'on fait des signatures factices, quand on forge les nonces. Et donc du coup, on n'utilise pas tout le potentiel que peut, que toute cette liberté qu'on nous laisse de choisir un message, alors qu'on pourrait essayer de choisir un message un peu plus intelligemment, de façon à ce que ce soit plus court à vérifier. Et donc l'idée, ça va être de dire, euh, quand je vais signer pour, par exemple, quand je vais vouloir créer la signature factice pour la deuxième clé publique, mettons, le message que je vais signer, ça va être le message plus le nonce, mais uniquement le nonce de la clé publique 1, donc c'est-à-dire de la clé publique précédente. Et donc comme ça, je vais lier en fait les clés publiques les unes à la suite des autres. Et puis, il y a un moment, on va arriver sur la clé publique que moi, je contrôle. Et en fait, l'idée, ça va être de dire que grâce au fait que je contrôle ma clé publique, je peux refermer l'anneau. Parce que du coup, en fait, comme je contrains le message, le nonce que ça va me renvoyer, je ne le choisis pas trop. Je ne peux pas trop le choisir. Et l'idée, ça va être de dire, je vais essayer de faire matcher les choses, faire des équations qui euh, se matchent, mais comme en anneau, c'est-à-dire la précédente signature, la signature I, elle match le nonce d'avant. On m'a perdu. Est-ce que je suis toujours là? Je suis toujours là. Ouais, je suis toujours là. Oui, c'est nickel. Oui, on Ouais, on t'entend. t'entend.
Ouais, et donc du coup, l'idée, ça va être de dire, bah, en fait, quand je considère des nonces dans le message, je considère le nonce de la clé publique d'avant. Et donc du coup, cette vérification, elle se fait un peu en anneau finalement. Et donc quand la personne elle va vouloir vérifier, elle va se dire, OK, je commence par le premier message à signer qu'on te donne en fait. On te donne le premier message qu'il faut signer. Et puis tu déroules toute cette logique de signer un message en fonction du message précédent. Et puis à un moment, tu arrives à la dernière clé publique. Et puis bah, tu continues, tu te dis quel est le message à signer suivant normalement pour cette dernière clé publique. Et là, hop, magie, tu obtiens exactement le message qu'on t'avait donné au départ. Donc c'est comme si je disais, je fais une signature 1, puis une signature 2, puis une signature 3, puis une signature 4, et à chaque fois la signature 1, la signature 2 est déduite de la signature 1, la signature 3 est déduite de la signature 2, la signature 4 est déduite de la signature 3, etc. etc. Puis à un moment j'arrive au bout, je sais pas si c'est 10 personnes, donc j'arrive à à la 10e signature, et là je me dis, mais du coup ce serait quoi la 11e? La 11e signature ce serait quoi? Et oh, tu trouves qu'en fait c'est la première. Et l'idée, c'est que le fait que tu contrôles une clé publique sur toutes les clés publiques en question fait que tu vas pouvoir faire le matching à la fin. Tu vas pouvoir refermer l'anneau quelque part. Et donc, du coup, cet anneau, après, le vérifieur, il peut prouver que quel que soit le point de départ dans l'anneau, tu peux prouver qu'il y a toujours ce rebouclage qui se fait en fait des signatures à des messages à signer en fonction des nonces précédents. Et donc, du coup, pour lui, ça va être une preuve que effectivement, le truc qu'on lui a envoyé, dedans, il y a une personne qui contrôlait la clé publique pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Et donc, qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça? Ce qu'on y gagne, c'est que je n'ai pas à partager tous les messages random comme dans le protocole précédent. J'ai juste à en partager un seul. Et la vérification consiste à vérifier que quand j'ai déroulé toute la boucle, et ben en fait, à la fin, je reviens bien au point de départ. Et du coup, ça te permet de diviser par 2 la taille de la signature et donc c'est pour ça que les ring signatures sont utilisées et pas le truc avec le OR. Mais c'est juste que l'XOR, conceptuellement, c'est plus simple. Les ring signatures, bon, bah, ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'il y a ces liens à faire entre les différentes clés publiques les unes à la suite des autres. Mais donc du coup, voilà, c'est vraiment invisible pour le vérifieur de savoir quelle clé a été utilisée pour faire la signature in fine, parce que bah, c'est juste cette clé, elle a juste servi à fermer la boucle. Et donc du coup, bah, après, tout est symétrique sinon dans la boucle et tu vois rien. Donc je sais pas si déjà là, ça commence à être un peu technique. Euh, mais est-ce que l'idée déjà ça va? Parce qu'il y a l'idée de l'anneau, là, j'ai essayé d'expliquer pourquoi il y a un anneau dans l'histoire, mais c'est pas forcément facile parce que bah, il faut se rappeler qu'en fait, quand, quand on fait une signature, on utilise ce qu'on appelle l'heuristique de Fiat-Shamir. Donc l'heuristique de Fiat-Shamir, c'est une heuristique qui dit bah, en fait, on a un protocole d'identification et on veut le transformer en un protocole de signature. Et donc on va utiliser la fonction de hachage comme un oracle aléatoire euh, pour créer le challenge, en fait, pour créer le nombre à signer en fonction du message. Euh, et, euh, et en gros, dans l'heuristique de Fiat-Shamir, c'est hyper important que dans le message à signer, on ajoute le nonce et la clé publique. C'est hyper important parce que sinon, une personne pourrait choisir le nonce de façon à vérifier l'équation sans connaître la clé privée. Donc, il faut que quand on vérifie la signature, on ajoute le nonce qui est normalement déduit avant. Et le fait qu'on le passe dans la fonction de hachage, le nonce fait qu'on ne peut pas. Enfin, faudrait trouver un nonce qui fait que le hachage et la signature match. Enfin, c'est impossible, ça revient à casser la fonction de hachage en fait. Donc, c'est toujours très important d'ajouter dans le message qu'on signe le nonce et la clé publique quand on fait une signature. Et ça, c'est l'heuristique de Fiat-Shamir qui le dit. Et en gros, là, l'idée, c'est que lorsqu'on fait la signature pour, je sais pas, la 4e signature, par exemple, bah, on va choisir le nouveau nonce, le 4e nonce, mais le message que l'on va signer, on va pas mettre tous les nonces dedans. On va mettre que le nonce de la 3e signature. Et c'est comme ça qu'on crée ces liens entre clés publiques successives dans ma liste, en fait. Et donc on va pouvoir créer ces faux nonces factices, mais en fait, tout le problème à la fin, c'est de fermer la boucle. Et donc la boucle, on va la fermer avec la clé publique qu'on contrôle, en disant, bah en fait, là maintenant, je suis obligé de signer pour un certain message. Je peux plus
je peux plus choisir le nonce n'importe comment, etc. Enfin, je suis bien obligé de pouvoir reboucler les choses. Et donc reboucler les choses, ça revient un petit peu à ce que j'avais dit avant quand je dis que quand j'ajoute le nonce dans la fonction de hachage, ça devient impossible de choisir le nonce de façon à casser l'algorithme de signature parce que faudrait un nonce bien choisi qui se comporte bien dans la fonction de hachage et donc en fait, il faudrait casser la fonction de hachage. Bah là, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a des étapes supplémentaires, quoi. Et donc du coup, bah, la boucle se bouclant, ça prouve bien que quelqu'un, à un moment, pas choisi, pas calculé le nonce, mais bien choisi un nonce au hasard, puis ensuite fait une signature à un moment donné. Et juste le fait que ce soit complètement symétrique fait qu'on ne sait pas du tout qui dans la liste a fait ça. On peut pas le dire. Et donc c'est un sorte de ou logique en fait, les ring signatures. C'est-à-dire que on dit c'est machin ou machin ou machin, et en fait on fait des sortes de forgeries, de fausses signatures de plein de protocoles qu'on rend invalides, mais il y en a un qui est valide dans l'histoire et on arrive en rebouclant comme ça, on arrive à faire en sorte qu'on puisse dire bah, il y en a au moins un qui est valide et donc du coup on fait le ou logique dont j'ai parlé. Voilà, donc ça c'est déjà là, c'est 2004, hein, ce truc-là, je crois. Et après, on en arrive au, au- au cas où on veut pouvoir dire, ok, le problème là, c'est que la clé publique la clé publique qu'on utilise, enfin le quorum de clé publique qu'on utilise, bah, il pourrait être réutilisé plusieurs fois. Or, on aimerait être capable de dire, bah là, il a signé qu'une seule fois avec sa clé publique, même si on ne sait pas quelle est cette putain de clé publique, puisque le principe, c'est qu'on l'a cachée. Et donc, en fait, là, on va ajouter du PODL, en fait, dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que je parlais de PODL juste avant. Parce que, du coup, à la place, on va créer deux nonces, exactement comme dans PODL. Et on va faire on va ajouter ces deux nonces dans l'anneau, en fait, à la place de considérer qu'un nonce, on va en considérer deux. Et en fait, le point qu'on va choisir comme base pour notre nouveau générateur, quelque part, pour le nonce dans dans le nouveau groupe de la courbe, ben, en fait, ce sera un point qui sera déduit soit de la clé publique, soit de la liste des clés publiques qui est utilisée via une fonction qui hache vers la courbe. Voilà, c'est une fonction de hachage, mais non pas vers des nombres entiers, mais vers des points de la courbe. Et donc, il y a un concept qui s'appelle la key image. Donc, c'est l'image de la clé publique dans ce nouveau groupe, en fait. Donc, c'est juste exactement comme la clé publique dans le Podel commitment qu'on met qu'on hash. C'est une clé publique qui est déduite en multipliant ce hachage qui est un point du coup de la courbe de la liste de clés publiques et qu'on multiplie par la clé privée. Et du coup, bah, c'est ce qu'on appelle la key image. Et donc, c'est une représentation de la clé publique, mais sans la donner. Encore une fois, le but, c'est de pas. On veut pas donner la clé publique, parce qu'on veut la cacher dans un groupe de clés publiques. Donc, il nous faut un proxy, et c'est ça qu'on utilise. Et du coup, on va pouvoir comme ça faire en sorte de faire que si on signe plusieurs fois avec cette clé, eh ben on va pouvoir le voir en voyant immédiatement l'image de la clé. C'est-à-dire quand on va transmettre la signature, on va devoir transmettre l'image de la clé en même temps. Donc on ne sait pas quelle est la clé publique toujours, mais on sait juste qu'elle a une certaine image. Mais cette image, elle n'est pas calculable par personne d'autre que la personne qui a la clé privée, bien sûr, parce que sinon ça ne marche pas. Sinon, ça veut dire que tout le monde pourra essayer de faire ce calcul dans l'ensemble des clés publiques qui a été utilisé, donc c'est évidemment pas l'objectif. Et, euh, et donc du coup, en utilisant ça, en fait, quand il va donner sa signature, il va donner bah, l'ensemble des signatures factices, plus le premier message de mon anneau, qui va faire reboucler ensuite. Et enfin, la key image, donc l'image de la clé. Et donc du coup, si jamais il refait une signature en utilisant la même clé, et ben on va le voir dans la key image. On va voir qu'il utilise la même key image. Et donc là, on peut le limiter en disant bah non, en fait, tu as déjà signé avec cette key image, donc on ne t'autorise plus à le faire, cette signature n'est pas valide. Et donc en fait, c'est ce qui est utilisé enfin in fine, là je vois qu'il y a Monero qui est là. C'est ce qui est utilisé en fait dans Monero, hein, ce système-là. C'est juste que la key image, c'est pas le hash de la liste de clés publiques qui va être utilisé pour faire l'anonymisation qui est considéré, c'est le hash de la clé publique directement. Et donc quand je parle de hash, là je parle de hash vers la courbe toujours. Là je parle plus de hash de nombre, c'est ça qui est un petit peu compliqué.
Et donc du coup, c'est comme ça que dans Monero, ils savent que tu as déjà utilisé une clé publique pour faire une dépense et donc que tu ne peux pas en refaire une. Donc ils évitent comme ça la double dépense parce que sinon, quand tu caches ta clé publique parmi plein d'autres, comment on prouve que tu l'as pas déjà utilisée, quoi. Et donc voilà. Donc c'est ça en fait. C'est une technique qui est utilisée dans Monero. C'est encore plus complexe dans Monero parce qu'il y a aussi des choses qui sont ajoutées pour cacher les montants de transactions. Mais là, en tout cas, ce serait utilisé pour prouver que on possède une UTXO dans un ensemble d'UTXO. Et donc, ce serait une manière de montrer qu'on n'est pas un bot, qu'on n'est pas en train de spammer. Et le fait qu'on puisse dire quelle est la clé privée que tu as utilisée via l'histoire de la key image fait que on va pouvoir dire si tu as déjà utilisé ta clé publique pour faire un riddle ou pas. Et donc du coup, on peut contrôler le nombre de riddles que tu vas faire alors même que tu as caché ta clé publique dans un ensemble de d'autres clés publiques via les UTXO. Et donc évidemment, là, les considérations que je fais, ça marche que si on a la clé publique des UTXO. Donc ça marche que pour des UTXO qui seraient sous Taproot, puisqu'il nous faut la clé publique, et donc c'est du pay to public key qu'il nous faut, et donc c'est Taproot, quoi. Voilà, c'est un gros morceau à avaler, et clairement, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe là, il faut lire le blog de Waxspring, donc c'est Rayify, donc je crois qu'on l'avait partagé avant le Ouais, space. ouais, c'est partagé là déjà. Et il faut vraiment lire son blog parce qu'il essaie d'expliquer. C'est vraiment pas facile, mais il essaie d'expliquer. Si vous savez lire des équations de maths sans flipper complètement, ça se lit. C'est pas facile, faut s'accrocher, mais ça se lit et il essaie d'expliquer ça bien. Et c'est surtout ce qui est bien, surtout, c'est qu'il essaie un peu de faire une revue de littérature en fait sur les anneaux, les signatures en anneaux et tout. Et ça permet de mieux comprendre vraiment de mieux comprendre les choses, mais faut oser rentrer dedans, c'est pas Bah, forcément évident. après, il y a une différence entre comprendre l'équation quand tu la lis et comprendre pourquoi il fait ça, quoi. Et pourquoi Ouais, tu arrives ouais, à mais cette justement, règle. il essaie de faire ça bien, mais par contre, Ah, voilà, il parce que faut remonter dans ses blogs. Si tu lis en fait Riddle, il part du principe que tu as lu son blog en fait sur les rings ouais, ok, ouais, signatures. peut-être. Donc en fait, il faut lire l'article de blog sur les rings signatures si tu veux capter un petit peu ce qui se passe, parce que sinon c'est clair que Riddle c'est très compliqué. Et alors après, il a un autre article de blog qui C'est s'appelle en anglais? c'est en anglais, ouais. Ouais. Par contre, là, l'anglais, c'est vraiment indispensable. Il a fait un autre article de blog, parce que un des défauts de Riddle et des signatures en anneau de manière générale, c'est que mine de rien, la signature reste de taille proportionnelle au nombre de clés publiques qu'on utilise pour se cacher. Donc, c'est-à-dire que donc, ce que je vous avais dit, c'est que les signatures en anneau, elles permettent d'éviter que ce soit x2, mais c'est quand même un x1 derrière. Il y a quand même autant de signatures qu'il y a de clés publiques. Et Little Riddle, c'est là pour le coup, j'ai pas encore, voilà, j'ai pas assez creusé, mais j'ai compris l'idée, mais voilà. C'est d'avoir une longueur de signature qui est logarithmique en le nombre de clés publiques. Donc là, c'est très 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 puissant pour le coup, parce que là, par exemple, il donne à la fin de son article de blog sur Little Riddle, il donne un exemple de signature sur 6561 clés publiques. Voilà, et la preuve fait 1268 bytes, donc c'est vraiment court. Étant donné le nombre de clés, c'est vraiment court. Et alors là, l'astuce, enfin, c'est un truc de dingue. Mais en gros, ce que je vous avais dit, c'est que les signatures en anneau, c'est le fait qu'on puisse reboucler qui prouve qu'il y a une des clés qui a été utilisée pour signer. Et en gros, l'idée de Little Riddle, c'est de dire, en fait, ce dont on aurait besoin, c'est de prouver que la clé à tel index a été utilisée pour signer, mais sans donner l'index, en fait. Et l'index, comme on peut l'écrire en binaire, en fait, j'ai que besoin d'indiquer s'il y a un 1 ou un 0 quand je l'écris en binaire, en fait. Et donc, du coup, en fait, le délire c'est brutal, mais en gros, on va créer autant de générateurs supplémentaires qu'il faut pour pouvoir commit tous les octets nécessaires pour écrire l'index. Donc, par exemple, quand là, il a utilisé
6560 clés là. Bon, 6560 en binaire, c'est petit quoi quand je l'écris. Enfin, il me faut pas beaucoup d'octets pour pouvoir écrire ça en binaire quoi. Là, je l'ai pas en tête l'ordre de grandeur, mais on doit être sur 2 octets, puisque 2 puissance 10, ça fait 1024, donc 2 puissance 12, ça fait 4096. Donc avec 13 bits, je peux écrire 6561 en binaire. Donc clairement, avec 2 octets, je peux écrire tous les index de 0 à un truc, là, j'ai pas le truc, ça doit être du genre de l'ordre de 16 000 et quelques. Et donc du coup, plutôt que de dire je vais prouver que l'une de ces clés a été utilisée, je vais dire je vais prouver que l'index machin est la clé qu'on a utilisée, mais en fait je vais pas donner l'index, et en fait l'index je vais le regarder comme une écriture binaire, et en fait je vais juste prouver que tel, tel bit de l'écriture binaire vaut 1 et celui-là il vaut 0, et puis du coup je peux écrire en taille logarithmique en le nombre de clés. Je peux écrire l'index, enfin le commit, le cacher quelque part avec une signature. Sauf que du coup il va falloir autant de générateurs que il me faut de bits pour pouvoir écrire pour pouvoir indexer toutes les clés. Et c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Donc bon, là, son blog est moins clair, le post est moins clair pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus dur parce que là, on part sur une matrice de Kronecker, enfin, il y a des Kronecker delta partout, enfin bon, bref, ça devient un petit peu plus tricky, mais globalement, l'idée est d'avoir une représentation polynomiale en fait, des clés enfin, des index de clés, quoi. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, dire qu'il est possible de faire des riddles qui pourraient être potentiellement extrêmement gros en termes de clés publiques. On pourrait quasiment utiliser toutes les clés publiques qui sont dans les outils EXO pour se cacher derrière un riddle, quoi. C'est tout à fait envisageable. En tout cas, si ce truc-là marche et que la sécurité elle est à peu près OK, quoi. Genre, voilà. Mais bon, c'est pareil, là pour le coup, faut s'accrocher encore une fois, mais voilà, c'est des papiers assez récents, c'est 2014 l'idée qui a été balancée, et puis ça continue d'être réfléchir, mais tout ça pour dire que on peut prouver de la possession de fonds de manière sans montrer l'outil EXO, quoi. Riddle pour le coup montre bien que c'est presque possible de vraiment genre commit à quasiment toutes les outils EXO qu'utilise Taproot et en même temps de dire j'en possède une, quoi. C'est quand même assez joli. Je vois que tu veux parler, Sosten. Ouais, en fait, j'ai pas mal de questions. Juste avant que j'oublie, Waxwing, il a écrit sur ce sujet en particulier. Alors ça parlait aussi un peu d'autre chose, mais il a écrit un article. Alors c'est pas un article de blog, c'est plus long que ça. C'est plus un. Enfin, moi je l'avais sous forme de PDF, mais je crois que c'était pas une version définitive. Je sais pas s'il l'a réédité Il a après. fait des papiers, oui, sur les ring signatures, sur les Et commitments de alors, Pedersen, les confidential transactions. exactement, voilà moi celui que j'avais lu qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, où j'essayais de comprendre Liquid. C'était son article sur Liquid, justement, où Ouais, il parle c'est des. sur son GitHub que tu peux trouver ça. Sur son GitHub, il y a un truc confidential transaction doc ou un truc comme Ouais, ça. Enfin, ouais. c'est. Voilà, sur le GitHub. Moi, je t'avoue que je l'ai sur mon disque dur depuis des années, donc je saurais plus trop le retrouver sur Internet. Ah oui, c'est le GitHub Euh, d'éléments, t'as raison, c'est le GitHub de Blockstream, il y a ça, je crois. Ah, c'est Ouais, sur le GitHub de Blockstream, bon bah voilà. ouais, je crois. Et ça c'est vachement bien fait. Ça explique, moi, ça m'a fait comprendre les commitments de Pedersen. D'ailleurs, enfin, peut-être on peut revenir là-dessus après, mais je me demandais dans quelle mesure, parce que ça commence à dater un petit peu, mais la façon dont Podol tu l'as décrit, ça m'a rappelé les commitments de Pedersen, mais il doit y Ah avoir oui, une oui, c'est différence, lié. parce que sinon ça s'appellerait commitment de Pedersen et pas Podol, mais ça m'a rappelé ça. Et Ouais. il parle des rings, enfin dans son PDF, il parle des signatures en anneau, il explique assez bien. Le moment où où ça commence à être plus difficile à comprendre, c'est quand il parle, et ça tu l'as pas abordé à juste titre, c'est parce que c'est quand il parle des Borromean ring signatures, c'est-à-dire le fait Oui, d'enchaîner plusieurs signatures en anneau. plusieurs anneaux, ouais, tout à fait. Là Et c'est le en moment où il fait, m'a perdu. ouais, oui, c'est ça qui est un peu tricky. En fait, c'est pour ça que je parlais de et logique et de ou logique. En fait, tu vois, tu peux lier les signatures entre elles. Tu vois, je t'ai dit, il y a des équations qui lient les signatures entre elles dans les signatures en anneau. Et en fait, l'anneau va faire un ou logique de toutes les signatures dans l'anneau. Et du coup, oui, effectivement, tu peux lier
signer enfin, mais tu peux faire un ou logique. Alors ça, il faut que tu regardes son post de blog sur les rings signatures, parce qu'il essaie d'expliquer ça, mais c'est pas évident. Euh, En gros, t'imagines que tu as un système de nonces et de signatures donnés, un autre différent, mais tu les fais signer le même message en fait. Et, euh, et en hachant le message combiné avec les nonces des deux et les clés publiques des deux, suivant les deux systèmes de clés publiques, clés privées, donc les deux générateurs différents, tu vas pouvoir créer un et logique et du coup, euh, ça peut te permettre, tu peux te permettre d'ajouter des clés publiques dans les signatures en plus. Donc tu peux lier plusieurs clés publiques entre elles comme ça, tu vois. Et donc un anneau, ça correspond à un ou logique des clés dans l'anneau. Mais en fait, les anneaux, tu peux effectivement les faire se toucher à des endroits pour pouvoir créer des clés publiques. Et en gros, tu peux imaginer un genre de truc où tu as des anneaux qui se collent les uns aux autres au même endroit, tu vois, au milieu. Et tu as plusieurs anneaux. Faut s'imaginer un truc en 3 dimensions. Tu as un anneau d'un côté, un anneau de l'autre, puis un anneau orthogonal, etc. Et tous se touchent à un endroit exactement, qui est l'endroit où tu fais ton message que tu vas ensuite partager dans les différents anneaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, euh, en gros, les trucs à la Podol, ça va te permettre d'ajouter des anneaux, si tu veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans la représentation. C'est C'est- parce que le si, je crois que je vois, mais c'est vrai que ouais, là, c'est le niveau, c'est c'est vrai ouais, que là, c'est c'est le niveau compliqué. au-dessus. C'est compliqué Mais là. justement, en fait, ça m'a fait penser à ça aussi, Little Riddle. J'avais complètement raté l'article de blog, je l'avais pas vu. Et ce Ouais, que il est tu récent. Ouais, il est ouais, récent. Il date il date du 22 d'août. août. Ouais. Ouais. Mais ça m'a fait Et penser à ce que tu mais en fait, décris. Little Riddle, ça utilise ces histoires d'anneaux borroméens Et alors, supplémentaires en fait. voilà, est-ce que c'est pas le même système, ou alors j'ai mal compris, mais est-ce que Si, c'est pas si, le même système que c'est juste que dans Liquid? Justement pour ah dissimuler en fait, tu sais, dans Liquid, pour oui, oui, dissimuler le montant, en fait, ouais. c'est pareil, c'est tu fais des si je me souviens bien, c'est tu fais des signatures en anneau où en gros, tu commits le 0 ou le 1, enfin, t'as ton montant, c'est une suite de bits, donc c'est des 0 et Oui. des 1, Ah ouais, et c'est grave possible que ce soit ça, hein. Ouais, ouais, c'est et grave ça m'a possible. rappelé ça, Ouais, ouais, c'est et grave je possible crois que que c'est ce très soit ça. similaire. Ouais. Ouais, ouais, ça doit être ça en fait. Ça doit être ça, Hmm. ouais. Ouais, ouais. Bon, bref, faudrait que je le relise. Cette partie-là, Bah, peut-être que je la comprendrai mieux parce que tu maintenant. vois, quand je te disais, en fait, le Little Riddle te permet de commit à l'index dans lequel est la clé publique qu'il faut, sans le révéler. Bah, quelque Euh, part, on est très proche de la même chose quand on veut un alors, montant, quoi. pardon, j'ai une petite question, à mon avis, je suis pas la seule à me poser. Quand tu parles d'index de la clé publique, c'est quoi exactement? En fait, quand tu te donnes les clés publiques que tu veux utiliser pour te cacher, bah, tu te donnes une liste, ok? Et il y a une des Ouais. clés publiques dans cette liste qui est la tienne. Ah d'accord, et c'est juste, en fait, quand tu disais l'index, c'est juste l'index dans une liste C'est que tu ça. donnes, En fait, enfin, c'est juste arbitraire. exactement. Tu donnes la liste arbitraire aux gens et tu donnes juste une genre d'indication de où est l'index de ta clé publique pour lequel tu vas donner la signature. Mais en même temps, tu vois, enfin, si tu dis ça, tu vas me dire, bah, du coup, on sait quelle est la clé publique, mais c'est fait de manière plus intelligente que ça, tu vois. Genre, c'est juste une représentation de l'index que tu donnes, c'est pas l'index directement, et tu donnes un moyen de le lier à la signature de façon à ce que tu puisses prouver que. Donc en fait, le commitment de Ah, Peterson, en fait, le commitment de Peterson, c'est un autre générateur, et tu vas cacher plus de trucs grâce au commitment de Peterson. Tu vas pouvoir lier des choses entre elles avec le commitment de Peterson, mais dans une seule information. Mais du coup, en fait, tu pourras jamais avoir l'un ou l'autre. Tu vois, enfin, d'accord, en fait c'est là où c'est là où le podol rentre en jeu, c'est que tu révèles pas l'index, mais tu révèles ce que tu disais tout à l'heure, c'est une image, en fait, c'est un reflet en fait, le PODL, il est de utilisé l'index. pour montrer que tu as commit qu'une seule fois la clé publique. Donc c'est vrai que là, je te dis que c'est un petit peu analogue, mais en fait, c'est quand même complètement différent parce que en fait, dans PODL, on utilise le même logarithme discret pour les deux générateurs, alors que justement, le principe du commitment de Peterson, ça va être d'utiliser des générateurs différents, mais avec des logarithmes discrets différents qui committent à différents trucs. Je sais pas si tu... Ouais, faut que je relise les commitments de Voilà. Peterson, mais ouais, ok, Mais je vois le. Mais en soi, ce que je veux te dire dans le fait qu'il va y avoir du borroméen il y a un lien, c'est que tu commits plusieurs trucs ensemble dans des et logiques parce qu'il te faut les deux informations pour pouvoir reconstruire, entre guillemets, les choses correctement. Tu es obligé de commit aux deux informations, ce que tu mets dans le logarithme discret normal et ce que tu mets dans le commitment de Peterson avec l'autre générateur, en fait.
et ben, en fait, il te faut bien les 2 informations pour pouvoir former le final, la signature finale, si tu veux. Donc il y a un et Ouais. logique dans ta manière de signer. Donc tu peux ajouter des conditions comme ça et c'est ce que tu fais dans Podol, sauf que dans Podol, c'est particulier parce que tu utilises la même information. Tu veux juste cacher derrière d'autres logarithmes discrets, enfin d'autres groupes, quoi. Mais enfin, tu veux faire une image de la clé, en fait, et que les autres pourront déterminer a posteriori que ça correspond bien à la bonne image, mais ils pourront pas déterminer avant, que ça correspondait à ta clé publique, quoi. Mais bon, bref, donc tout ça pour dire que le commitment de Peterson, le principe, ça va être de commit à différentes choses en utilisant des générateurs différents. Et en fait, là, l'idée dans Little Riddle et certainement dans ce que tu dis avec les sommes, c'est qu'en fait, tu vas créer autant de commitments de Peterson que nécessaire pour pouvoir commit à la somme, mais avec uniquement les bits de la somme, pas la somme directement, juste les bits de la somme, tu vois. Oui, oui, c'est C'est ça dans Liquid, c'est enfin dans c'est vachement Machine, bizarre, mais ça c'était fonctionne. ça. Et en gros, dans Little Riddle, c'est ça qui présente. En fait, il te dit que en fait, tu organises les choses sous forme de matrice et tu viens vérifier des équations sur cette matrice qui correspondent bien au fait que ça corresponde à un indice et qu'il y a quelque chose de valide là-dedans, quoi. Enfin, mais bon, voilà, c'est compliqué, mais puis même là, je te dis ça, mais en fait, faudrait que je relise bien à tête reposée pour être sûr de comprendre ce que je raconte. Mais voilà, tu peux Ouais, moi, c'était la partie, la fin du papier sur Liquid, ça devenait un peu chaud quand même. Enfin, le ouais. début est pas si compliqué, mais c'est vrai que ces histoires de commit à chaque bit, enfin, en fait, ça paraît complètement absurde quand tu le lis, mais bon, bah, ça Non, marche, hein. c'est pas con. Ouais, c'est pas con. Parce qu'en fait, enfin, c'est comme quand on représente avec des polynômes des nombres en fait dans cryptographie. Tu vois, Ouais, je vois. les, Alors, les coefficients du polynôme, j'aurais pas c'est compris les ça il y chiffres a en deux fait. semaines. J'aurais pas compris Ouais, ça il y a 2 semaines, mais depuis que tu m'as, enfin, tu t'avais expliqué la dernière fois les polynômes, je vois ce que tu veux dire maintenant. voilà, c'est parce que ça marche bien parce que tu vois les XOR, ça correspond à des additions de polynômes. Enfin bon, voilà, il y a tout qui se passe bien quoi. C'est genre, c'est- voilà. Bon, Bon, bah voilà. voilà, on s'amuse bien, hein. Là, c'est pas mal aussi en termes de mathématiques, mais là, j'ai fait un petit rabbit hole sur les ring signatures. Bon, faut s'accrocher, hein. Moi, j'avais plus une question au niveau de les valeurs qu'on donne en minimum de montant et puis l'âge. Enfin, Ouais, ils, bah ça, ils, justement, il dit pas ils ont, grand-chose. ils ont parlé au début de la valeur anti-Sibyl en fait de cette preuve. Ouais. Et ça pourrait être intéressant d'en discuter, je trouve, si vous avez des trucs à dire là-dessus. À quel point ça peut être utilisé comme mécanisme anti-Sibyl et puis à partir de quelle valeur à peu près. Enfin, Alors voyez. moi, je pense que c'est très efficace comme mécanisme anti-spin. Moi, je pense vraiment que pour le coup, c'est bien mieux que les Fidelity Band, hein. Vraiment, c'est bien, bien mieux. Parce que déjà, tu doxes pas le Fidelity Band, donc déjà, c'est pas mal. C'est Euh, déjà pas mal. c'est déjà énorme. Et puis surtout, tu ne t'amuses pas à bloquer tes fonds, en fait, derrière. Par contre, ouais, la question de la somme qu'il faut mettre et tout, là, ça devient une question purement sociale, presque politique, enfin politique même. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, là, un truc que j'ai pas dit et dont on a discuté tout à l'heure avant le space, c'est que en fait, donc quand tu fais un riddle, tu vas en fait, l'idée, ça va être de dire, bah, pour pouvoir passer le filtre anti-spam, il faut que tu me prouves que tu possèdes une UTXO avec, par exemple, plus que 0,1 Bitcoin. Et donc, du coup, tu vas chercher des UTXO qui ont plus que 0,1 Bitcoin. Tu vas en prendre une qui t'appartient, tu vas en prendre plein d'autres qui t'appartiennent pas, et tu vas créer la preuve Riddle que tu possèdes une des UTXO qui a plus que 0,1 Bitcoin. Et donc, par exemple, si tu n'as pas de, si t'as pas d'UTXO qui a 0,1 Bitcoin, mais tu as genre une UTXO qui contient 1 Bitcoin, bah, le système fait en sorte que si tu trouves d'autres UTXO, enfin même qui n'ont même pas forcément 1 Bitcoin, mais qui ont 0,1 Bitcoin au moins, tu peux les utiliser, les combiner pour faire une riddle et tu vas pouvoir le faire 10 fois parce qu'il y a un système d'index pour faire en sorte que tu puisses réutiliser un riddle si jamais tu avais commit à des sommes plus élevées. Euh, donc ça, c'est aussi très intéressant. Ce qui est bien, c'est que tu peux réutiliser donc, la même UTXO plusieurs fois, mais avec un ensemble de clés différents. Et donc ça permet d'éviter de devoir faire des transactions juste pour pouvoir avoir des bonnes tailles d'UTXO, ce qui est plutôt une bonne chose parce que sinon ce sera un moyen de désanonymiser les gens en fait. Donc c'est pas mal.
Ensuite, après, là, c'est un truc qu'il explique, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que, ouais, mais en fait, puisqu'on bloque pas les fonds, l'attaquant pourrait bouger les fonds, pourrait dépenser ses UTXO et refaire des riddles autant qu'il veut. Et Mais c'est ça lui vrai, coûte quoi? mais ça lui coûte et surtout, il peut pas le faire à une vitesse monstrueusement grande, puisqu'il faut quand même que ce soit confirmé, les fonds. Donc, faut quand même que la transaction soit confirmée. Donc en fait, c'est rate limiting, en fait. C'est une manière de limiter en termes de fréquence d'accès au service. C'est pas mal, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve que l'idée est très bonne. Pour le coup, je trouve que c'est bien, bien mieux que du Fidelity Bond, parce que l'idée, ça, pour le coup, le gros point noir, ça va être quelle somme tu mets au minimum pour que les gens on considère qu'ils ne soient pas du spam. Et là, c'est pas facile. C'est là le plus difficile à mon avis. Mais juste par rapport au Fidelity Bond, il me semble qu'il en parle dans l'article, mais je suis plus très sûr. On est d'accord que par exemple, par rapport à un Fidelity Bond, si on avait par exemple des riddles pour remplir le même rôle dans Gen Market, on est d'accord qu'on pourrait utiliser des UTXO qui sont en cold storage, en fait. Tout à fait. Alors qu'avec des Fidelity Bonds, c'est pas possible. Faut créer un UTXO avec un script bien particulier, C'est ça, custom, avec tout à fait. Ouais, un time lock, quelque chose qui est très reconnaissable et qu'on va doxer en plus. Donc c'est oui, effectivement c'est le gros oui. problème. Ouais, bah Mm. c'est pour moi c'est vraiment le gros plus quoi, parce que le Ouais, c'est Fidelity Bond, énorme. j'avoue, Mm. si C'est on vraiment du pouvait, caca, pour le pas le dire. Voilà. ouais. c'est, c'est, Bah, si on veut c'est- mixer, j'avoue que pouvoir prouver la possession du TXO qui sont en cold storage pour servir finalement le même rôle ouais. que les Fidelity Band dans le Gen Market, là c'est vraiment intéressant, quoi. En fait, ce qui est Enfin, vraiment je trouve. ouf, ouais, ce qui est vraiment ouf à mon avis, c'est surtout le fait que bah c'est linkable. Enfin, quand, quand, quand on lit l'article de blog, il dit souvent l'abréviation LSAG, LSAG pour Linkable Spontaneous Anonymous Group Signature. Euh, et, euh, et le fait que ce soit linkable, le fait que tu sois limité dans le nombre de fois que tu peux utiliser une UTXO, moi je trouve c'est genius parce que du coup ça te permet vraiment d'avoir un contrôle du nombre de fois que l'UTXO est utilisé pour pouvoir accéder au service. Donc si tu mets si tu mets du raisonnable, parce que tu peux très bien considérer que ok, une fois que l'UTXO a été utilisée, si elle n'a pas été utilisée pendant je sais pas un mois, et bah du coup on peut reset entre guillemets le compteur d'utilisation. Euh, mais le fait qu'on puisse vérifier que tu l'as pas utilisé trop de fois, ça, pour moi, vraiment, ça permet vraiment un fine-tuning de la protection contre le spam qui est vraiment très, très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux vraiment dire, bah moi, je veux que les gens, ils aient au moins telle somme et ils pourront réutiliser tant de fois, enfin, ils pourront utiliser leur UTXO, par exemple, tous les mois pour accéder à mon service si jamais j'ai un doute sur le fait qu'ils sont un robot ou pas. Et le fait que tu puisses limiter ça et que après derrière, tu te dis, ouais, mais si jamais les gens commencent à vouloir abuser, il va falloir qu'ils fassent des transactions Bitcoin et en fait, ils vont commencer à atteindre la limite de spam que permet Bitcoin. Moi, je trouve que c'est une très bonne utilisation de la proof of work de Bitcoin, en fait. Parce que quand on parle de protection contre le spam, en fait, on se dit, bon, bah, il suffit de faire de la proof of work et c'est bon. Mais par exemple, quelqu'un qui a un ASIC, du coup, bah, il peut free spam tranquille beaucoup plus que les autres. Et du coup, on se met à créer une barrière pour les gens qui n'ont pas des ASIC. Donc, c'est pas un problème dans Bitcoin, parce que dans Bitcoin, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est du travail dans la chaîne. On veut une chaîne avec plus de travail. Voilà. Mais et puis le fait de pas pouvoir miner t'empêche pas d'utiliser le service qu'est Bitcoin en fait. Mais par contre, tu peux pas imaginer ça en fait pour un service quelconque, parce que le service quelconque, bon bah s'il dit bah moi je demande de la preuve de travail, un petit peu ça fait un peu à la Nuster finalement. Quand dans Nuster tu peux mettre une preuve de travail, mais alors du coup, soit tu te retrouves à un moment à te dire bah il y a des gens en fait ils vont miner avec des ASIC, des clés publiques Nuster ou des choses comme ça. Bon, bah, du coup, tu vas te retrouver à devoir payer les gens qui ont ces ASIC pour pouvoir créer des clés qui ont une puissance de travail suffisante par rapport aux autres pour éviter du spam. Parce que sinon, bah, il y a des gens avec des ASIC qui pourraient tenter de créer plein de clés publiques pour spammer le réseau, pour spammer des relais, mais avec la bonne preuve de travail parce que eux, ils ont un ASIC et pas les autres. Et donc, du coup, bah, en fait, ils se retrouvent, celui qui fournit le service se retrouve à augmenter
la cible, la target du critère de preuve de travail, et il finit par virer toutes les personnes qui étaient legit et à ne garder que les spammers qui continuent de miner avec leurs ASIC. Donc c'est un problème qui est compliqué. Et là, ce que je trouve très beau, c'est que comme c'est une utilisation sur ta capacité, que tu es limité par ta capacité à faire bouger des outils exo, et cette capacité, elle est parfaitement contrôlée via l'algorithme d'ajustement de difficulté de Bitcoin, en fait. Et elle va exclure personne, tu vois. Genre, c'est juste, tu payes pour les frais de transaction et tu fais bouger tes outils exo. Et même si tu veux les faire bouger encore plus vite, bah, de toute façon, Bitcoin, il confirme 7 transactions par seconde ou 15 selon comment tu vois les choses. Donc, du coup, tu pourras pas faire plus que ça de toute façon, quoi. Donc je Et trouve que puis c'est assez élégant. il y a aussi le fait que, enfin, à part le coût économique que ça a, il y a aussi le fait que tes outils exo, a priori, enfin, tu vas pas les utiliser uniquement pour spammer sur Nostr ou sur autre chose, ou voilà, donc tu vas pas. Ouais. Il y a En quand tout même cas, des le gars qui limites. fait ça, il va y perdre du fric, quoi. Bah, Il va pas pouvoir maintenir ça dans le temps. C'est-à-dire, toi, avec ton PC classique, si jamais il fallait fournir une preuve de travail, tu te ferais complètement dépasser avec d'autres personnes qui ont des ASIC. Euh, mais on va pas demander aux gens d'acheter des ASIC pour pouvoir utiliser nos services. C'est ça le problème. Et dans le cas de Bitcoin, on s'en fout parce que l'utilisation des ASIC, on l'utilise pour que les gens puissent écrire le registre, donc faire le service carrément. C'est pas accéder au service. Dans Bitcoin, tu accèdes au service juste en payant des frais de transaction. Mais par contre, le service, il est auto-limité dans Bitcoin, il est régulé via la preuve de travail. Et c'est juste que finalement, c'est Riddle, ce qui est élégant, je trouve, c'est que tu arrives à reporter cette régulation de manière très propre dans un système anti-spam plus général, en fait. Et c'est ça que je trouve ça assez beau, quoi. Alors, finalement, enfin, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait résoudre le problème des bots sur Twitter avec Riddle? Parce que bon, finalement, c'est le seul problème concret qu'on a besoin de résoudre maintenant en termes de spam. C'est ça. Enfin, C'est ce voilà, qu'il le faut pas qu'on reste. aille voir Elon Musk avec Riddle. Exactement, c'est qui se dévoue pour aller tweeter là, en taguant Elon Musk en disant hey, est-ce qu'on pourrait pas mettre un système où il faudrait prouver qu'on possède des Ouais. outils exo Bitcoin pour pouvoir tweeter? Parce que là, les bots vont être. Enfin, ça va devenir très très vite coûteux de spammer comme on le fait aujourd'hui. Bah là, c'est pas possible, en fait. Enfin, t'es Ouais, trop il va falloir limité. vraiment beaucoup d'outils exo là. Et beaucoup de Bitcoin aussi, parce que derrière, bah, tu perds de l'argent, et puis en fait, tu ne peux spammer qu'autant de fois que tu as de Bitcoin. Après, tout le problème, tout le truc qui est un petit peu compliqué, c'est de choisir le seuil pour la somme que tu vas considérer comme legit pour Riddle, en fait. Pour moi, c'est ça le plus difficile. C'est de dire, bah, pourquoi 0,1 Bitcoin, tu vois. Genre, tu choisis 0,1 Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 20 000 $ le Bitcoin, donc ça fait 2 000 euros. Demain, je sais pas, ça multiplie par 10, ça fait 20 000 euros, c'est inaccessible. Comment on fait, quoi? Tu vois? Ouais. Mais au fond, Ben, enfin, c'est un sujet, mais voilà, il faut que le service s'adapte ou des choses de ce type-là. Enfin, je sais pas comment on pourrait faire ça, mais voilà, c'est peut-être ça le plus difficile, à mon avis. Mais sinon, après, bah, ça veut dire qu'il faut que les gens aient du Bitcoin aussi pour pouvoir utiliser ce système anti-spam-là. Donc voilà. c'est encore mieux, ça, Ah bah c'est le ça, moi je dis futur. pas le contraire. Moi je dis pas le contraire. S'il fallait avoir des bitcoins pour tweeter, l'expérience sur Twitter serait, Ah je oui, pense, serait bien meilleure. déjà on aurait moins de no-coiners à balancer du FUD n'importe comment, ça c'est clair. Mais c'est non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, Ouais, enfin, non, mais moi, je considère que c'est la bonne façon de voir les choses, hein. Je pense que c'est très très bien parce que sinon, en fait, c'est une manière de t'identifier dans le système Bitcoin quelque part. Tu dis, bah moi, j'ai des droits dans le système Bitcoin et le système Bitcoin, il est parfaitement capable de réguler sa capacité de spam, donc je ne suis pas un spammeur puisque j'ai des droits sur le système Bitcoin. Donc quelque part, c'est un peu la banque d'Internet, tu vois. C'est genre dire, bah voilà, j'existe, quoi. Je- j'ai des droits dans un système dont le spam est parfaitement régulé. Et donc, tu fais proxy en faisant Riddle, tu fais un proxy en disant, bah, si moi j'ai des claims sur un système qui est pas spammable, c'est bien la preuve que je suis pas un spammeur, puisque je ne spamme pas ce système, puisque je peux pas le spammer. Donc, c'est bien la preuve que je suis quelqu'un, et donc ça marche. Et en fait, l'autre solution à ça, si tu considères que les gens, ils n'ont pas Bitcoin, etc., l'autre solution à quoi? À ça, c'est quoi? Bah, c'est un État qui dit, bah, machin, c'est une vraie personne. Donc en fait, c'est quoi? C'est montrer sa carte d'identité, c'est faire du KYC, voilà, enfin, c'est de la merde, quoi.
Donc, c'est... Par contre, je pense que dans l'état actuel, en réfléchissant, il y aurait quand même un inconvénient à faire ça. C'est que les exchanges auraient sûrement une capacité. En fait, c'est les exchanges qui auraient une capacité de spam Ouais, sur un système qui serait en fait, Ouais. déjà, les gens pourraient pas être en custody pour utiliser un tel système. Enfin, il faut forcément qu'ils possèdent leur Bitcoin. Mais effectivement, les exchanges, du coup, ont un gros pouvoir de spam. Après, l'avantage, c'est que ça va finir par se voir, en fait. Enfin, ils ont des UTXO qui sont tellement grosses en taille, enfin, tu vois. Mais bon, je suis d'accord que c'est un sujet. C'est ça peut, enfin, quelque part, c'est tu retrouves le problème que comme tu te bases sur la valeur des fonds pour décider si c'est du spam ou non, tu te retrouves avec le même problème que la proof of stake en fait. Mais sauf que là, mais en fait, ce que t'as pas de la proof of stake, c'est que t'as pas l'effet centralisateur puisque tu reçois pas plus de fonds du fait que tu as des fonds, mais c'est juste que tu as plus de droits du fait que tu as plus de fonds. Donc, puisque tu peux plus facilement réutiliser tes riddles si tu as plus de fonds. Mais tu es obligé de faire avec, hein, t'as pas le choix. Enfin, c'est- tu- plus tu as des droits sur le système Bitcoin qu'on utilise pour justement prouver que t'es pas un spammer, bah plus tu as des droits, quoi. Donc, Ouais. c'est un fait, après, tu vois. C'est comme si je disais, bah ouais, mais c'est pas bien que tout le monde ait une quantité de Bitcoin différente. Bah ouais, mais bon, enfin, c'est le principe, quoi. Enfin, c'est- c'est- Bah, après, ça n'est qu'une protection contre le spam. voilà, Je pense c'est que pas. le but du jeu, c'est qu'un utilisateur normal, comme pour la preuve de travail originelle, le hashcash, le but, c'est qu'un utilisateur normal puisse utiliser normalement ses emails et que quelqu'un qui veut spammer bah, soit vite empêché ou en tout cas que ça Voilà. devienne économiquement pas rentable, quoi. À côté de ça, tu vois, par exemple, les Fidelity Bonds, c'est complètement différent parce que les Fidelity Bonds, tu es aussi indexé sur la somme. Tu as besoin d'avantager les gens qui mettent des sommes plus élevées dans leur Fidelity Bond. Tu as besoin de cet effet proof of stake, cet effet centralisateur, quelque part. Et c'est différent parce que dans les Fidelity Bonds, tu vas bloquer ces fonds. Donc, tu peux pas en bloquer beaucoup si tu n'en as pas beaucoup, forcément. Tu peux en bloquer plus si tu en as plus. Et dans les Fidelity Bonds, on est obligé de faire en sorte que parce que tu as bloqué plus de fonds, on va te favoriser par rapport aux autres, de manière au moins proportionnelle aux fonds que tu as. Ou alors, si tu bloques moins de fonds, il faut les bloquer à un moment pour compenser, il faut les bloquer tellement longtemps que ça devient Que ça devient absurde. impossible, voilà. Ouais. Alors que là, comme il n'y a pas de blocage de fonds, bah, ça ne te pose pas problème en fait de, de commit à des valeurs de fonds potentiellement plus élevées. Ça te pose moins de problèmes puisqu'ils ne sont pas bloqués. Donc tu peux déjà de base mettre des valeurs d'anti-spam qui sont élevées sur les valeurs, puisque comme on l'a dit, on peut utiliser le cold storage pour faire ça. Donc tu peux mettre des valeurs plus élevées. Euh, et après, bon, bah, les fonds ne sont pas bloqués, mais par contre, une fois que la personne elle a validé son riddle, bon, bah, voilà, elle est considérée comme une personne legit et comme les autres, quoi. Il n'y a pas de raison de, voilà, de la favoriser plus qu'une autre. Enfin, après, il faut voir, hein, je sais pas. Peut-être que si, hein, peut-être que dans Join Market, si on fait un truc à la Maker, il faudra peut-être dans le système pour les incentives favoriser un peu, mais je pense pas que ce soit intéressant de favoriser linéairement les choses, je sais pas. Enfin, faut voir. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué dans Join Market, c'est on veut éviter le Sibyl, et c'est peut-être un petit peu différent de l'anti-spam, en fait. Tu vois. Oui, c'est un autre C'est sujet. un, Enfin, et c'est, c'est un autre cas d'usage en fait ouais, c'est dans différent Join Market. finalement. Ouais. Bon, Bon, bref. je sais pas si on est combien encore? On est plus très nombreux. On est Euh, 11. ouais. Bon, en tout cas, moi je vais pas tarder. Là, je dors un peu debout maintenant. Je Ouais, vais pas, ouais, je vous cache pas que je vais pas tarder à vous laisser si vous voulez continuer. ouais. Oui, non, moi je pense qu'on va y aller. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, mais. Une Peut-être. dernière petite question sur les repos de Key Images qui ont déjà été utilisés. C'est propre à chaque protocole ou alors enfin, ça pourrait être propre à chaque protocole, à chaque exchange, tout ça. Alors, il en discute un peu et tu peux imaginer d'avoir un repo global et tu peux imaginer d'avoir des repos locaux en fonction des services. Donc c'est flexible. Après, bon, bah, la question c'est qui maintient ce repo, mais donc tu peux facilement le faire pair à pair puisqu'il suffit de conserver les valeurs. Euh, Après, il y a la question de est-ce que tu retiens toutes les valeurs pour toujours, est-ce que ça fait pas grossir de manière euh,
irréversible la taille de ce que tu dois retenir pour valider les commitments. Mais voilà, c'est très flexible. Et comment on fait ça? On fait ça en changeant en fait le message qui est signé dans les riddles. En fait, il y a une partie qui est une chaîne de caractères complètement arbitraire. Là, dans l'exemple qu'il donne, c'est global. Mais justement, il dit qu'on pourrait changer ça par un truc par service pour dire, bah, en fait, ton riddle, c'est une forme de signature, hein, quelque part. Et tu signes spécial riddle pour un service à la place comme message. Et puis tu refais la ring signature avec ça. Et comme ça te permet de placer cette key image à un autre endroit, quoi. Enfin, ça dépend de comment tu veux limiter les choses, quoi. Tu, enfin, mais t'as toutes les possibilités, hein. T'es vraiment flexible à ce niveau-là, mais après, ça dépend des services et voilà, ce sera en fonction à l'appréciation des services qui demandent des riddles comme ça. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais Ouais, nickel. Bon, messieurs, sur ce, je vous remercie. Merci bah, tout le de monde. rien. Merci les 5 participants, les 5 auditeurs. Merci Panta, merci Lounès. Bisous Julien. Merci, Voilà. merci. Toi aussi. Moi aussi, je vais aller dodo là. J'en peux plus. Je suis KO. Ouais, on voit les mecs qui ont 2 fois l'âge de. Il y en a qui tombent plus vite que les autres quand même le soir. Voilà. Mais bon, voilà. Bref. Donc, si les gens, si vous voulez creuser, il faut aller voir le blog de Waxwing qui est très très bien. Voilà. C'est pas forcément facile, mais il essaie d'expliquer les choses, pas juste de balancer les équations, il essaie de les expliquer un peu derrière. Mais bon, voilà, faut quand même s'accrocher, hein. Lui-même, il y a des moments où il dit si vous êtes encore là, vraiment, c'est bien, hein. Vous avez bien compris. C'est assez marrant. Où est-ce qu'il dit ça? J'essaie de retrouver ça parce que ça m'avait fait marrer un moment. Il disait un truc du genre ah oui, si vous avez compris ça, bah là, franchement, c'est pas mal. Euh, ah oui, voilà. Il dit donc c'est dans l'article sur les rings signatures. Il met sur une note personnelle lorsque la première fois que j'ai vu ce type de choses, j'ai trouvé ça un petit peu sauvage. Je pense que je ne suis pas le seul. Et il dit que ce qu'il avait sauvé, c'est qu'il avait déjà étudié Podol et des signatures en anneau, mais une version plus faible avant, et que ça lui a permis de comprendre les trucs pour tout ce qui est utilisé dans Monero, les signatures en anneau de Monero qui sont assez, voilà, c'est assez violent aussi, quoi. Voilà. Donc tout va bien, c'est normal si vous comprenez pas bien, mais il essaie de rendre ça clair, hein. Voilà. Merci beaucoup, hein, c'était super Bonne intéressant. parole, bonne soirée à tous. Voilà, dormez Merci bien. Julien, merci Panta, c'était top. Moi, j'ai pas du tout participé. On Non, parle mais de quoi la prochaine fois? On se disait bien L2 avec Panta tout à l'heure. Ouais. Ok, ça Si marche. ça te va, Ouais, j'ai envoyé, ça serait intéressant. Ouais. j'ai envoyé une petite photo de récap à peu près, puis Mhm. j'enverrai les liens aussi si tu veux. Ok, Voilà, c'est super. nice. L2, ça peut Très être beau sympa, ouais, sujet, c'est un bon L2, hein. morceau. Sympa, Très très beau sujet, L2. Ça va ouais, être ouais, très très intéressant. magnifique. Ok, super. Voilà. Ok. Très élégant. Merci. Au revoir. Bisous, bisous. Ciao. Bisous, Ciao, à bonne plus. soirée à Merci tous. Julien. Salut. Ciao, Salut. ciao. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!